82. Dernier préparatif pour le plus formidable show sur 4 roues, celui des 24 heures, un mythe. La plus longue course d'endurance, les bolides les plus rapides, jolies filles, glamour, risque maximal. Jochen Mass y a participé 11 fois et a survécu. Le vendredi, la veille de la course, en me réveillant, je me disais toujours « à qui le tour cette année ?» Et il est vrai qu'il y avait un drame presque à chaque fois. Chaque course avait ce goût particulier d'un danger impossible à contrôler. Le Mans, c'est 24 heures à plein régime à des vitesses délirantes. Un combat permanent où il en va de la survie de chacun. Chaque année, nous avions malheureusement à déplorer la mort de 2, 3, voire 4 camarades victimes d'accidents. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'en 10 ans, nous avons perdu 20 à 25 amis. Le Mans est la survivance d'une époque où courir, c'était braver la mort. Il fallait rouler, advienne que pourra. Courir, c'est follement excitant, c'est comme un aphrodisiaque. Nous savions que la course automobile était dangereuse et nous étions prêts à mettre notre vie en jeu. Mais nous ne voulions pas impliquer les autres, que ce soit le personnel de piste ou les spectateurs. Jusqu'au 11 juin 1955, jour d'apocalypse au circuit du Mans. Un coureur perd le contrôle de son bolide, une Mercedes Silberpfeil, flèche d'argent, qui se désintègre au-dessus de la tribune principale, bilan 84 morts et plus de 100 blessés. C'est l'accident le plus grave de l'histoire du sport automobile. Quand j'ai relevé la tête, que j'ai vu tout ça, c'était par terre, tous morts. Oh là là, 100 morts comme ça d'un seul coup. C'est un traumatisme qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Une tragédie qui a suscité moult questions. Pourquoi autant de victimes à la fois? La Mercedes a-t-elle explosé parce que certaines substances illicites avaient été ajoutées au carburant? Pourquoi Mercedes retira-t-elle alors ses autres voitures de la course? Pour avouer que la marque avait failli? Qui a été responsable de cette catastrophe et que s'est-il réellement passé? Des preuves ont été apportées récemment qui permettent d'analyser la tragédie sous un nouveau jour. Ce site est célèbre dans le monde entier. Une fois par an, le vrombissement des moteurs vient déchirer le silence de la campagne. Juin 1955. Comme chaque année, c'est au Mans qu'a lieu la course d'endurance la plus longue et la plus dangereuse du monde. Mercedes y participe avec 3 voitures et 6 conducteurs, dont le champion du monde de Formule 1 du moment, Juan Manuel Fangio, et Stirling Moss, un Britannique super doué de 26 ans. Cette année-là, nous avions gagné toutes les courses dont nous avions pris le départ. Les Mercedes avaient la réputation de ne jamais casser. C'est pourquoi, en démarrant, nous étions déjà sûrs de gagner. L'enjeu est de taille. Le chef de l'écurie Mercedes, Alfred Neubauer, sait qu'une victoire au Mans aura une incidence positive sur la renommée de la marque dans le monde. L'Américain John Fitch est lui aussi au volant d'une Mercedes. Le Mans, c'est une course importante. C'est une véritable institution dans l'histoire du sport automobile. Mercedes n'a en réalité qu'un seul véritable rival, Jaguar, qui a sorti son prototype D. Le duel va se livrer entre les Britanniques et les Allemands, le plus redoutable concurrent de Fangio étant le pilote de Jaguar, Mike Hawthorne. Quand Mike Hawthorne était dans un bon jour, il était aussi rapide que nous tous avec sa Jaguar. Mais il n'était pas toujours très régulier. Un peu comme si son talent connaissait des fluctuations. Mike Hawthorne était en forme à ce moment-là. Il était tout à fait capable de se mesurer à Fangio, qui a été, à mon avis, l'un des meilleurs, peut-être le meilleur pilote de tous les temps. Vendredi 10 juin, la veille de l'épreuve qui sera le couronnement de la saison 1955. Plusieurs jours déjà que Le Mans se prépare à l'événement et prépare son circuit pour qu'il soit impeccable. Grâce aux milliers de visiteurs et aux équipes de coureurs, cette ville de 130 000 habitants a soudain des airs de métropole internationale.
Daniel Houdin a 13 ans, c'est la première fois qu'il a le droit de venir ici. Comme tout habitant de la ville du Mans, on ne pouvait pas tellement échapper à cet événement. La semaine qui précédait la course, il y avait des odeurs dans la ville du Mans. L'huile de ricin, bon, on savait qu'ils mettaient ça dans les moteurs. Il y a une communion plus grande, je crois, parce que justement, il n'y avait pas toutes ces grilles, il n'y avait pas toutes ces protections, il n'y avait pas... Et il y avait une communion beaucoup plus importante du public avec les voitures. Pour nous, c'était une institution, c'était vraiment... Et puis après, on allait tous ensemble, et puis on mangeait là-bas, tout ça. C'était convivial. Hein. En plus d'être une course, c'était une véritable fête populaire. Tous les ans, je vais aux 24 heures du Mans, c'était ma passion. J'y retrouvais tous mes amis, j'y retrouvais l'ambiance, et je vivais quelque chose, c'est le départ. Depuis la première course en 1923, cette grande classique a un rituel original et immuable pour le départ. Une tradition qui remonte à une époque où l'on roulait sans ceinture de sécurité. La sécurité n'était alors jamais la priorité. 60 voitures étaient alignées au départ, dont 15 ou 20 étaient conduites par des coureurs compétents. Mais vous aviez aussi des petites cylindrées avec des gars moins bien rodés. Et là, c'était plutôt dangereux. Plus de 40 pilotes ont payé de leur vie la folie du Mans. Aujourd'hui, il s'agit de couvrir environ 5000 km, soit 400 tours sur un circuit de 13 km, ce qui correspond à la traversée des États-Unis en une journée. Le courage des pilotes est mis à rude épreuve en permanence, en particulier sur les 5 km de la ligne droite des Hunaudières. Parfois, on arrive sur une des lignes droites, et puis tout à coup, on voit un nuage de brouillard. Là, tu ignores de quoi il s'agit vraiment. Ça peut être tout aussi bien la trace d'un moteur qui a explosé. Alors, le nuage est composé des vapeurs de combustion de l'huile. Du coup, on décélérait brièvement en passant de 390 à 360 et on fonçait là-dedans. Mais finalement, ce n'était rien. Alors on continuait. Les dangers évoluent en fonction de la météo, du jour et de la nuit. Ce qui était très dangereux, c'était l'énorme amplitude des vitesses. Nous, en 1970, avec la Porsche 917, nous faisions du 384 km/h sur les lignes droites, tandis que les plus lents faisaient du 280. Quand il fait nuit ou qu'il pleut et qu'on ne distingue plus rien, le Mans devient extrêmement dangereux. Devant soi, on voit seulement un cordon de lumière rouge, dans l'obscurité. Ce sont les feux arrière des différents véhicules. Mais on ne sait pas de quelle voiture il s'agit, ni à quelle vitesse elle roule. Mais vous devez avancer le plus vite possible, sinon votre moyenne de vitesse au tour chute. La mort est elle aussi au volant et participe au mythe du Mans. Été 2010. Des fans de courses automobiles venus du monde entier se retrouvent pour faire revivre une époque révolue et ô combien dangereuse. Seuls les modèles anciens qui ont été autrefois au départ ici peuvent courir. L'occasion de se souvenir de la catastrophe la plus terrible du sport automobile. Le journaliste Michel Bonté n'a jamais raté une course depuis qu'il est tout jeune. C'est toujours un moment d'émotion pour celui qui, comme moi, a raconté cette histoire en long et en large. On revit toujours un peu les mêmes images. Et en plus, derrière, il y a la tribune de presse de l'époque, de 55. C'est le dernier bâtiment de 55 qui soit resté. En dehors de cette sobre plaque commémorative, rien ne rappelle cette date du 11 juin 1955 qui fera comment plus rien ne sera jamais comme avant. 300 000 spectateurs se pressent sur le circuit, un chiffre record. Les 24 heures constituent l'événement le plus fort du calendrier du championnat du monde. C'est une formidable vitrine, où les principaux constructeurs automobiles européens, avant tout Mercedes et Jaguar, peuvent en découdre. Un combat prestigieux pour affirmer sa supériorité technique et aussi un enjeu national, comme le prouvent les symboles guerriers des Britanniques. Les deux marques se livraient à un duel acharné, même si la lutte était inégale, dans la mesure où Mercedes était une entreprise beaucoup plus importante, avec plus d'atouts pour construire des bolides compétitifs. Quelques années plus tôt, d'autres champs de bataille avaient donné l'occasion aux ingénieurs d'exercer leur talent. C'est vrai que les ingénieurs allemands avaient fait des prouesses pendant la guerre.
Et on savait qu'il y aurait quelque chose de brillant qui sortirait de leur carton à dessin. L'offensive des Flèches d'Argent a été soigneusement préparée depuis le milieu des années 50 par l'état-major de Mercedes. Son directeur sportif Alfred Neubauer s'est assuré le concours des meilleurs pilotes et des meilleurs techniciens. Il dispose d'un budget de plusieurs millions. On a vu quelque chose chez Mercedes d'absolument inconnu à l'époque. Les voitures sont arrivées avec un matériel très sophistiqué, très propre, très net, très spectaculaire. Et cette organisation, tout le monde, à commencer par moi le premier, trouvait ça extraordinaire. Et c'est ce qui a contribué au mythe des Flèches d'Argent. Et on a dit qu'ils sont imbattables. Jaguar est le seul challenger sérieux. Mais les performances des voitures ne sont pas seules en jeu. Mike Hawthorne était connu pour être un irréductible nationaliste pour lequel, je vous l'ai dit, il était hors de question de voir une voiture allemande gagner devant une Jaguar. Les souvenirs du dernier conflit mondial sont encore bien présents. Les Allemands ont bombardé Londres, les Anglais s'en sont souvenus. Mike Hawthorne, qui était le leader de l'équipe Jaguar, a toujours dit qu'il ne laisserait pas Mercedes gagner au Mans tant qu'il serait au volant d'une Jaguar. Au Mans, la guerre se poursuit à travers la technique. L'Angleterre contre l'Allemagne sur le sol français. Pour nous, la guerre était finie. Nous avions envie de faire la course. Un point, c'est tout. Je pense que Fangio et moi étions plus rapides que Mike Hawthorne et son copilote Ivor Bueb. Pour tous, Mercedes était l'écurie à battre. Plus tard, la lutte sur la piste mènera tout droit en enfer. Après une collision, une flèche d'argent se disloque au-dessus de la tribune principale. Bilan actualisé à ce jour, 84 morts, plus de 100 blessés. C'est un Français qui pilote le bolide allemand, Pierre Levecq. Le Parisien meurt dans l'impact à 200 km/h. Levecq n'est qu'un nom d'emprunt, qu'il utilise depuis 15 ans sur les circuits. Peu de gens connaissaient alors son vrai patronyme, Pierre Bouillin. C'était un bon pilote. On lui a beaucoup reproché d'avoir 50 ans. À l'époque, 50 ans, c'était rien du tout. Le circuit du Mans réclamait beaucoup d'expérience. Levecq était considéré comme un pilote expérimenté, même s'il n'avait jamais été coureur professionnel. Le sport automobile était pour lui un hobby, comme le tennis ou le hockey sur glace, sauf que c'était infiniment plus dangereux. Pierre Levecq était un type sympa, d'un certain âge, un conducteur compétent et fiable, mais pas quelqu'un que vous verriez gagner une course. C'est le mécanicien de course Hugo Muller de l'équipe Mercedes qui prend en charge la voiture de Levecq. Levecq était un bijoutier parisien, pas un coureur automobile. John Fitch devait être le copilote de Levecq. Il n'était pas si expérimenté que ça. Il n'était pas très souvent sur une ligne de départ. Disons que ce n'était pas évident d'évaluer ses compétences réelles. À l'origine, c'est un jeune Allemand qui devait être à la place de Levecq, Hans Hermann, l'un des brillants espoirs de Mercedes. Mais il a eu un grave accident au Grand Prix de Monaco la semaine précédente. Il a miraculeusement survécu et voit l'accident de Levecq à la télévision. Je voyais ma voiture. Vous imaginez, je suis là, à l'hôpital. On vient juste de m'installer un téléviseur et je vois cet accident. Je découvre ça depuis mon lit. Mon Dieu, mais c'est ma voiture. Moi, je n'aurais peut-être pas été à cet endroit-là, à cet instant-là. Et tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Le directeur sportif Neubauer choisit de le remplacer par Levecq en signe de réconciliation. Je crois que Neubauer l'avait choisi parce qu'il était français. Il s'est retrouvé chez Mercedes parce qu'il était fiable et parce qu'il avait créé l'événement au Mans 3 ans auparavant. Le Mans, 1952. Pierre Levecq est au volant d'une voiture française, une Talbot, et il est en tête. Fait incroyable, il domine tout seul la course et n'a pas été relayé. Cela fait plus de 20 heures qu'il conduit. De quoi faire bientôt sensation. Noch 2 Stunden zu fahren. Levecq auf Talbot scheint sicherer Sieger. Mercedes Nummer 21 und 20, Anwärter auf den 2. und 3. Platz. Mais soudain, Levecq doit s'arrêter et déclarer forfait, victime d'un surrégime de son moteur. Un véhicule de piste le ramène au stand. Levecq, avec son épouse Denise à l'arrière-plan, c'est la fin d'un rêve.
Après l'abandon du français, une double victoire revient à Mercedes. Mais Levecq est un héros national en France. Moralement parlant, Levecq avait été le vainqueur de 1952, même si Mercedes avait gagné. Il avait mené durant 23 heures plus un petit quart d'heure, tout seul, jusqu'à ce que son bolide le lâche. 3 ans plus tard, ce héros tragique va avoir une seconde chance, au volant d'une Mercedes d'usine, et ira au désastre. Un geste d'amitié virera au drame franco-allemand. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y arrive une tragédie pareille aux 24 heures. Je vous dis, pour nous, c'était un lieu où c'était la détente, où c'était mondial. Ces 24 heures, on voyait des Anglais, des Américains, des Allemands, de tout. L'Europe de l'après-guerre commençait doucement à se ressouder. Soudain, des souvenirs sombres du dernier conflit remontent à la surface. À mon avis, cela aurait été très mauvais pour l'image de marque de Mercedes de gagner une course en roulant en quelque sorte sur les cadavres de je ne sais combien de Français. Car juste 10 ans après la fin de la guerre, certains sentiments étaient encore exacerbés. La guerre faisait certes partie de l'histoire, mais personne n'oubliait les millions de morts, les souffrances et les destructions. Après la défaite des nazis et de l'Allemagne dans son ensemble, il était impensable que les Allemands et leurs voisins d'outre-Rhin puissent un jour se réconcilier. Edzard Reuter, fils du maire de Berlin-Ouest et plus tard patron de Mercedes, s'en souvient. Naturellement, il existait, et c'est compréhensible, des ressentiments à l'encontre de tout ce qui était allemand, dans nombre de pays du monde qui avaient été victimes des Allemands et avaient vécu la guerre mondiale. Or, les produits allemands, c'était avant tout les automobiles made in Germany. Bundespräsident Heuss war der prominenteste Gast der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Die Modeschau in Chrom und Lack war bunter und vielseitiger denn je zuvor. Die altbekannten Firmen bestachen vor allem durch neue Sportcoupés und Cabriolets. Les voitures sont les moteurs du miracle économique. Elles sont produites dans un premier temps pour satisfaire la pressante demande du marché national. Début de carrière pour Karl Hahn à Wolfsburg, le berceau de Volkswagen, dont il deviendra plus tard le patron. Nous avons oublié qu'il n'y avait pas alors de marché européen, mais un ensemble de marchés nationaux cloisonnés. Et chaque pays, doté d'une industrie automobile, s'efforçait d'empêcher que les autres exportent chez lui. Si bien qu'en France, en Angleterre et en Italie, nous avions seulement autour de 1% de part de marché. Mais la situation évolue vite. Au début des années 50, les Volkswagen sortis des chaînes de Wolfsburg et les Mercedes de celles de Stuttgart font un malheur à l'exportation. Volkswagen à l'assaut des montagnes, la nation automobile en route vers les sommets. Les clients étaient convaincus par ces produits, dont personne ne cachait qu'ils étaient allemands. Prenez la marque Volkswagen. C'était ce nom et non pas une sous-marque qui s'affirmait partout. Et chacun savait que Mercedes aussi était un constructeur allemand. Tous les regards sont désormais tournés vers l'avenir et une ère nouvelle. En 1954, des étudiants manifestent pour une Europe unie à Strasbourg, à la frontière franco-allemande. Il fallait sceller la fin des hostilités et l'avènement d'un avenir pacifique. Une politique à visée de rapprochement se met bientôt en place. En 1958, le chancelier Adenauer ira rendre visite à De Gaulle en Mercedes. Cela s'impose. Même s'il n'est plus question d'ennemis héréditaires, d'aucuns restent sceptiques. De Gaulle avait pour l'Allemagne une admiration énorme. Les Français admirent les Allemands, mais ne les aiment pas. Les Allemands aiment les Français, mais ne les admirent pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On adore posséder une Mercedes, une Porsche ou une BMW. Mais on aimerait bien que ça vienne de France. Mais malheureusement, ça ne vient pas de France. C'est une relation complexe, difficile, qui ne s'est pas beaucoup améliorée, mais qui ne s'est pas non plus aggravée. Les flèches d'argent sont aussi présentes en Amérique latine. Dès le milieu des années 50, la réputation des ingénieurs allemands n'est plus à faire sur ce continent. Les flèches d'argent en Argentine.
Les as du volant comme Fangio et Moss sont censés conférer à la marque Teuton glamour et prestige international et conquérir de nouveaux marchés à l'exportation. Cela ne marche pas partout du premier coup. Quand nous arrivions en Amérique du Sud, l'accueil était chaleureux. Nous étions les bienvenus dès le lendemain de la guerre. Par contre, quand nous nous alignions pour le Grand Prix de Reims ou en Hollande, nous ne suscitions pas que des sympathies. Il faut dire que c'était des pays où nous... Bref, c'était du genre « revoilà les Allemands ». C'est comme si nous revenions au pas de loi. Le lancement de la Flèche d'Argent avait été une opération de prestige pour les nazis, avec le concours des pilotes de légende Bernd Rosenmayer et Rudolf Caracciola. Jusqu'à la guerre, le gouvernement d'Hitler a subventionné à coups de millions les écuries d'Auto-Union. Les courses automobiles sont l'occasion de confronter la puissance des moteurs et de mettre en scène des parades paramilitaires. Nürburgring, Eifelrennen 1937. Rennsonntag, ein Volksfest. Caracciola führt, dies gefolgt von Rosemeyer, Brauchitsch, Lang, Delius und dem übrigen Rudel. Zweite Runde. Rosemeyer greift an. Noch zittern die Herzen der Hunderttausende. Wird er als erst am Ziel sein? Wird ihm nicht noch ein tückischer Rennzufall den Sieg und Sieg entreißen? Ah, er hat es geschafft. Bernd Rosemeyer auf Auto-Union. Sieger im Eifelrennen 1937. Une victoire allemande sous le signe de la croix gammée était toujours une victoire du régime. Uniforme, musique de marche et salut hitlérien étaient au programme. Il existe bien sûr bien des parallèles entre le national-socialisme, d'une part, qui prétendait être un mouvement progressiste et se mettait en scène comme tel, et d'autre part, le spectacle du sport automobile, où tout doit tourner autour du mouvement et de la lutte. Les bolides allemands en première ligne de front. Aujourd'hui, on préfère oublier la couleur brune sous la peinture argentée. On préfère célébrer les brillantes victoires et la supériorité technologique quand, par exemple, la star de la Formule 1, Lewis Hamilton, monte dans le cockpit pour faire de la pub. Sous le Troisième Reich, les flèches d'argent symbolisaient la renommée mondiale du travail de qualité allemand. Cette foi toujours affirmée en la technologie allemande était assimilée au succès des flèches d'argent, c'est-à-dire que le sport automobile s'inscrivait dans un projet mental menant au réarmement de l'Allemagne et au second conflit mondial. Après la guerre, le constructeur reprend là où il s'était arrêté avant la guerre. 1950, Mercedes lors d'essais sur le circuit du Nürburgring, technique et équipe d'avant-guerre. La continuité est assurée par le directeur de course Alfred Neubauer, qui règne en général sur les stands au gré des changements de régime. Neubauer était pour nous une figure de père. C'était une forte personnalité, un type formidable. J'adorais sa compagnie, il était très drôle. Il racontait par exemple qu'il voulait échanger sa secrétaire de 45 ans contre deux de 23. Il en racontait aussi d'autres que je ne peux pas répéter ici, ce serait trop osé. Pour moi, Neubauer était un sacré bout en train. Il occupait l'espace. Il s'affirmait à divers titres. Un homme grand et de forte stature, mais qui était doux comme un agneau. Il savait faire preuve d'empathie, était attentif, était très à l'écoute des gens de son équipe. Un tempérament de meneur, le grand chef des stands. Un homme de pouvoir, avec une voix de stentor, agitant un grand drapeau. C'était une personnalité. Neubauer et les flèches d'argent incarnent la RFA, l'Allemagne fédérale, celle du miracle économique et du retour à la démocratie. Au même titre que l'entraîneur Sepp Herberger et son équipe de football qui gagnent la Coupe du Monde en 1954. Les Allemands, à nouveau en tête. Nous sommes à nouveau acceptés dans le monde entier. Nous en faisons à nouveau partie. Les succès de l'automobile allemande, surtout au Mans, y ont contribué. 11 juin 1955. Peu avant 16 heures, plus que quelques minutes avant le départ. Mercedes a absolument besoin d'une victoire au Mans pour s'assurer la tête du championnat du monde des voitures de sport, dit aussi championnat d'endurance.
tout le monde attend un duel mémorable entre le constructeur de Stuttgart et Jaguar. Daniel Houdin, 13 ans, et ses parents sont venus assister au départ comme les 300 000 autres spectateurs. On a dû arriver vers midi, et puis on s'est dirigé vers ce qu'on appelait l'enceinte des populaires, qui était l'emplacement où les gens étaient debout, devant les tribunes, face au stand des véhicules. Pour Roland Jamin aussi, ce suspense d'avant le départ est le moment le plus excitant de l'année. C'était la fête. C'était... Je sais pas, mais c'était une ambiance de kermesse un peu. Tandis que les mécaniciens procèdent aux dernières vérifications, le mari de Ginette Moret se prépare à travailler. Il est photographe de presse. J'avais l'habitude de venir avec lui vers 10 h le matin, à peu près. On commençait à faire un peu de photos. Quelquefois, il allait en faire, il allait faire les... Comment dirais-je? En avion, il faisait les photos aériennes. Et puis, il revenait pour le départ de la course, il revenait faire ses photos. Denise Bouillin, l'épouse de Pierre Levesque, est aussi au bord de la piste. Après son échec précédent, le Français a une nouvelle chance avec Mercedes. Mais il est inquiet. Étant son ami, j'ai cru comprendre qu'il considérait que la piste était trop étroite et dangereuse, ce qui était le cas, pour le passage devant les stands. Levesque prend néanmoins le départ comme tous les autres. C'est le moment que tout le monde attend dans les tribunes. La chasse est ouverte. Pour 24 heures, et avec un seul mot d'ordre, plein gaz. Tout concourait à ce que ça se termine en drame. Le temps était très orageux, très lourd, des gros nuages noirs. Il faisait une chaleur écrasante. Et la course a pris un train d'enfer. Surtout parce que ces bolides sont de plus en plus sophistiqués et trop rapides pour ce circuit, en décalage par rapport au niveau de sécurité du circuit. Il faut savoir que le circuit du Mans, à l'époque, c'était la route. C'était une route qui était empruntée par les voitures et les camions. La grande ligne droite des Hunaudières, c'était la route entre Le Mans et Tours. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais dans les années 50, les dispositifs de protection étaient insuffisants, avec des barrières en bois et des bottes de paille. Depuis sa création en 1923, le circuit du Mans n'avait pratiquement pas été modifié, alors que les véhicules roulent 2 fois plus vite. Sur les lignes droites, seul un muret d'environ 1 mètre protège les spectateurs. En 55, les voitures de pointe, les Ferrari, les Jaguar et les Mercedes, atteignaient les 300 km/h dans la ligne droite. Avec des pneus ridiculement étroits, des volants énormes et une puissance phénoménale. 2 pilotes se relaient au volant de chacune des voitures. Peu après le départ, Hawthorne, voiture numéro 6, est en tête, talonné par Fangio, numéro 19. Fangio avait fait un départ catastrophique, mais son opiniâtreté lui avait permis de remonter à la seconde place. L'affrontement tant attendu avec Hawthorne se profile. Pour remonter en 2 heures, pratiquement 1 ou 2 tours de retard, c'était fantastique, c'était incroyable. Et c'était un train de Formule 1 et pas une course d'endurance de 24 heures. La vitesse moyenne par tour pour le peloton de tête est de 200 km/h, un train d'enfer. C'est un duel entre des pilotes, mais aussi au niveau de la technique. La Jaguar est moins puissante que la Mercedes, mais elle est plus légère et elle est aussi le seul bolide équipé de freins à disque modernes. Chez Mercedes, nous n'avions pas de frein à disque au Mans. Comme c'était Jaguar qui les avait conçus, pas question d'en fournir à l'autre camp. Mais nous avions un autre système qui était excellent, le frein aérodynamique. Cela fonctionnait avec un aileron de la largeur de la voiture qui, en cas de freinage, se soulevait puis retombait. Non seulement ça marchait très bien pour freiner, mais cela augmentait aussi l'adhérence à la piste, surtout dans les virages délicats type épingle à cheveux. L'aileron s'ouvrait et se refermait, et on passait plus vite. Peut-être c'était une prémonition, mais tout le monde était là, tout le monde regardait cette course folle. C'était une course folle.
En plus, Mercedes avait quelque chose qui, à mon avis, n'aurait jamais dû être accepté par les commissaires techniques, c'est ses freins aérodynamiques. En cas de freinage d'urgence, c'était encore les trop peu puissants freins à tambour qui étaient sollicités. En ce jour de juin 1955, la vitesse n'avait jamais été aussi élevée, jusqu'à 280 km/h. Et il n'y avait jamais eu autant de spectateurs au bord du circuit. Les barrières étaient très proches de la piste. Et puis, le public avait tendance, pour mieux voir, à amener des escaliers, des caisses en bois, des escabeaux, des chaises, pour pallier un peu l'absence de vision. On dirait que personne ne se préoccupe des dangers encourus. Les routes n'étaient pas très larges, c'était pas très large, et ça pouvait présenter un certain danger, mais on n'aurait jamais imaginé qu'une voiture puisse sortir de là et s'envoler en l'air comme ça s'est passé, c'est certain. Au bout de 2 heures, Hawthorne et Fangio ont creusé l'écart avec les autres coureurs. On a 2 champions. Ces deux-là ont décidé de ne pas laisser la place libre à l'autre. Donc ils se battent, mais comme des chiffonniers, sur un circuit d'endurance où il faut tenir 24 heures. Le public se dit, ça ne peut pas durer. Les 2 premières heures, c'était une grande intensité. Au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ils étaient obligés de s'arrêter pour ravitailler. Dans son stand, Moss attend de prendre le relais de Fangio au moment du ravitaillement. Mais la vitesse supérieure aux prévisions bouleverse de fond en comble le planning des 2 équipes de tête. Sacrebleu, dit Neubauer, ils roulent comme des diables. Il leur faut plus de carburant. C'était pas au programme. Ils ont montré le grand entonnoir à Mike Hawthorne. Mais ce dernier est passé sans s'arrêter parce qu'il s'était disputé avec Fangio. Ils se passaient tour à tour l'un devant l'autre. Au tour suivant, à nouveau l'entonnoir. Ils ont aussi fait signe avec le marteau en cuivre pour dire « il faut qu'ils s'arrêtent ». On peut juste supposer que Mike Hawthorne voulait avoir le dessus dans cette bataille, qu'il voulait absolument arriver au stand avant Fangio. Il y a d'ailleurs réussi, mais à quel prix? Tout se joue ensuite en quelques fractions de secondes. Pierre Levesque et le Britannique Lance McLean sur son Austin Healey se retrouvent mêlés à ce duel. Ils sont très près devant Hawthorne et Fangio, auxquels ils vont concéder un tour. Puis, c'est l'enfer. Imprévisible, quoi. Et c'est pas mesurable. C'est pas mesurable. On a entendu un bruit infernal, une explosion, enfin des explosions, je sais plus trop. Des pièces de la Mercedes pleuvent sur les spectateurs. Mon voisin, donc, qui était un gros monsieur, qui a dit « Falex ». Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase et on est tombé en arrière. Nous, ce qui nous a attrapé, c'est un bout, un morceau du moteur. Je crois que c'était le train avant. Je crois, hein. Avec la barre qui tenait le volant, parce que quand c'est éclaté, ça s'est... Et ça pendait. Et c'est ça qui m'a attrapé, moi, dans le dos. On dégage les premiers blessés. Personne ne sait encore combien il y a de victimes. Une boule de feu et l'impression d'un jeu de domino, comme si les gens tombaient en cascade les uns après les autres, quoi. À un moment donné, essoufflé, déplacé, ça va très vite. Hein. Le feu a pris dedans, regardez. Le feu, on regardait ça, le feu, boum. Alors, tout le monde était par terre. Quand je relevais la tête, il n'y avait plus personne debout. Tout était fauché. C'est mon mari, quand il est revenu, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais c'est horrible, c'est horrible. J'ai regardé le monsieur, il était mort à côté de moi. Donc, si j'avais été à sa droite, je serais mort aussi. Donc, c'est lui qui m'a protégé, en fin de compte. À côté de moi, il y avait une petite fille qui était sur le dos de son père, qui avait la main coupée, hein, qui se débattait par terre, le sang, tout le temps comme ça. Des images qui marqueront à jamais. Moi, j'ai un souvenir d'un monsieur qui avait dans ses bras
C'était un enfant, bon, on va dire qu'il devait peut-être avoir 6-7 ans, sans tête. C'est quelque chose, c'est une vision atroce, ça c'est. Des scènes auxquelles on n'est jamais préparé. 84 personnes meurent sur le coup. La plupart sont originaires de la région du Mans. C'est un massacre. Ce qui avait été au début une fête populaire se termine dans un bain de sang et de larmes. Au niveau des stands, on ne réalise pas vraiment ce qui se passe à 150 mètres de là. Le directeur sportif de Mercedes, Neubauer, fera plus tard la déposition suivante. Sans aucun signe précurseur, la voiture couleur aluminium s'est envolée jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur pour retomber ensuite à l'intérieur de la tribune. La voiture ne s'est mise à brûler qu'à ce moment-là. Pendant près de 50 ans, le déroulement exact de l'accident restera plutôt mystérieux. Ce n'est que récemment que certains passages d'un film amateur ont permis de reconstituer avec précision sa mortelle chronologie. Le film n'a pas été conservé. Il ne reste que des tirages de certaines images. Mais remises dans l'ordre chronologique, elles permettent de voir ce qui s'est passé entre les pilotes Hawthorne, McLean, Levesque et Fangio. Elles prouvent que l'enfer qui s'ensuivit était l'issue fatale d'une poursuite insensée entre les deux hommes de tête pour arriver en pole position au stand de ravitaillement. Je crois que c'est la combinaison de plusieurs éléments qui a conduit à cette tragédie. D'abord le fait que Mike Hawthorne a doublé Lance McLean trop vite, en le serrant d'un peu trop près. Il y a eu malheureusement plusieurs facteurs qui ont joué simultanément. Facteur 1, l'étroitesse de la piste. Les 4 bolides approchent à une vitesse folle de la fin de la ligne droite. Passer le virage, c'est comme passer à travers le chat d'une aiguille. La largeur de la piste devant les stands était de 9 mètres. Vous savez, 9 mètres à 200 km à l'heure, ce n'est pas très large. Il est évident qu'on jouait presque avec le feu, parce qu'on prenait des risques fous. Les images d'amateurs montrent qu'après l'avoir doublé, Hawthorne reste collé devant McLean. Le pilote de l'Austin Healey roule alors à environ 220 km/h. Ici, dans le véhicule gris foncé, Hawthorne qui freine. McLean est allé tout droit, mais son Austin n'était pas aussi rapide que la Jaguar Type D du Hawthorne. Ce dernier a mal évalué la situation. Il croyait pouvoir doubler Lance, puis freiner et se rabattre vers les stands. Hawthorne voulait absolument avoir dépassé McLean avant d'arriver à son stand. Hawthorne regardera 3 fois les stands avant de finalement enfin s'arrêter, à la limite de la panne d'essence. Mais il le fait de manière très rapide, trop rapide d'après les témoins de l'époque, puisqu'il est gêné par une petite Austin Healey. Mais McLean avait la malchance de ne pas avoir les freins à disque de la Jaguar sur son Austin. Pour éviter une collision avec Hawthorne, il ne peut que tenter de se déporter vers la gauche. Instinctivement, McLean a voulu échapper au choc avec Hawthorne en allant sur la gauche pour le dépasser à son tour. Mais il a ainsi coupé la route à la Mercedes de Pierre Levesque, qui arrivait à grande vitesse. Levesque ne peut ni freiner à temps, ni, vu l'étroitesse de la piste, éviter McLean lorsque ce dernier change de trajectoire directement devant lui. McLean a dû déboîter vers la gauche et s'est retrouvé sur la même voie que Levesque, qui avait une vitesse supérieure à la sienne de 80 à 90 km/h. Il n'y avait plus d'espace où le Français aurait pu se glisser. La Mercedes va violemment percuter l'Austin de McLean. Levesque lève le bras quelques instants avant l'accident en disant à Fangio « Laisse-moi passer, attends-moi, attends que je passe devant les stands et après tu pourras me doubler ». Et c'est ce geste qui a sauvé la vie à Fangio. Fangio réalise le danger au tout dernier moment. Fangio était encore suffisamment en arrière pour éviter l'accident. Apparemment, il avait compris ce qui se passait. Et sa maîtrise du volant lui a permis d'opérer la manœuvre d'évitement qui s'imposait et il n'a pas été impliqué du tout dans le drame. Mais il s'appelait Fangio. Donc il était capable de réagir un peu plus vite que les autres et un peu plus rapidement. C'était un très grand pilote. Tout se passe en quelques fractions de secondes.
la Mercedes de l'évêque se retourne, puis percute contre le muret de protection de la tribune principale. L'Austin de McLean est d'abord projeté sur la barrière des stands avant de s'arrêter sur le côté gauche de la piste. McLean réussit à s'en extraire. Fin d'une réaction en chaîne. C'est la décision de Mike de doubler Lance McLean, puis de se rabattre tout de suite qui a provoqué l'accident. S'il avait levé le pied et était resté derrière McLean, tout ça ne serait pas arrivé. Mais ce qui a conduit à une tragédie, c'est le tracé du circuit. Le fait qu'il n'a pas été modifié et amélioré depuis les années 20. La piste était trop étroite et il n'y avait pas de mur de protection entre elle et les stands. Au cœur de l'enfer, on s'agite dans les stands. Mike Hawthorne s'arrête au tour suivant pour faire le plein et descend de sa voiture. Il se doute qu'il vient de se passer quelque chose de terrible. Mike, en larmes, est allé sur le stand Austin Healey et a demandé pardon à Lance McLean. Et ce dernier lui a dit « Tu as failli me tuer. Non, je ne te pardonne pas. » Pendant ce temps, Ivor Bueb, le copilote de Hawthorne, assure son relais au volant de la Jaguar numéro 6. C'est à nouveau la folie furieuse sur la piste, comme si rien ne s'était passé. Le directeur sportif de Mercedes, Neubauer, déclare dans sa déposition qu'après la catastrophe, le coureur Hawthorne a été victime d'une crise de nerfs et de larmes. Si M. Hawthorne ne s'était pas senti coupable dans cette affaire, on n'aurait pas assisté à de telles réactions de sa part. La carcasse de la Mercedes de l'évêque est en train de brûler. D'intrépides policiers en retirent un corps. Tandis que les bolides continuent de passer à vive allure, des sauveteurs dégagent les débris de l'Austin Healey de la piste. Le chaos à l'état pur. Tous les commissaires agitaient des drapeaux jaunes qui indiquent ralentissement, et il y en avait même qui agitaient le drapeau jaune avec des bandes rouges qui indiquent huile sur la piste. Et je peux vous dire une chose, c'est que personne ne ralentissait. Car tant que la course dure, il faut rouler, quelles que soient les pertes. Et il se réfère au règlement qui dit qu'on n'arrête pas une course tant que la piste est libre. Ce qui était effectivement le cas. Puisque les voitures, la Mercedes était sur les fascines et la voiture de McLean était sur le bord de la piste. Donc les voitures pouvaient très bien continuer. C'était indécent de ne pas avoir arrêté la course. Mais d'un autre côté, on se disait, bon... il a peut-être eu raison, parce que si le public avait quitté le circuit, vous vous rendez compte, 300 000 spectateurs qui partent. Daniel Houdin et ses parents quittent immédiatement le circuit. On était sous le choc, vraiment, quand même. Non seulement à l'idée qu'il y avait eu tant de morts, mais le choc aussi d'en avoir réchappé, d'une certaine manière, d'être vivant, quoi. Une rumeur commence à courir. Mercedes aurait ajouté des substances illicites dans l'essence. Au moment où j'ai regardé la voiture qui volait, j'ai vu un énorme éclair blanc. Et tous les témoins l'ont vu. On a su après que c'était un réservoir d'additifs qui explosait. On prend du trinitrate de méthyle. Il y a eu beaucoup de victimes quand même, de blessés, des gens qui ont eu des lésions sans doute dues aux explosions de la voiture. Ah, ça, c'est les médecins qui ont jugé ça par la suite. Ce qui a fait poser des questions d'ailleurs sur l'origine des morts et des blessés. Ça, c'était la grosse question qui s'est posée par la suite, du carburant utilisé, etc. Bon, ça, on n'a pas su. Les analyses techniques réalisées par la suite ne permettront pas d'étayer cette thèse. Fangio, à l'arrière de son stand, tandis que Moss roule à sa place. L'Argentin est sous le choc. Pour lui, c'était cette image du Mans, il n'a jamais voulu repiloter au Mans. C'est plus tard dans la soirée qu'on en saura un peu plus sur Pierre Lévesque. Nous avions 2 voitures en tête. Et puis vers 9h, 9h30, la nuit commençait à tomber. Un officiel est arrivé en courant. Il avait le casque de l'évêque sous le bras et je l'ai pris. De la bouillie. Alors j'ai dit, Monsieur Neubauer, je crois que l'évêque n'est plus de ce monde. Pourquoi? Son cerveau est resté là-dedans. Neubauer se préoccupe ensuite personnellement de l'état du cadavre et note que le corps de M. l'évêque ne comporte aucune blessure extérieure apparente.
Quant à l'accusation contre Mercedes prétendant que l'explosion serait due à des ajouts illicites dans l'essence, Neubauer dira « S'il y avait eu explosion, M. Levesque aurait été déchiqueté, ce qui n'était pas le cas. » Tandis que l'horreur règne ici, on s'amuse ailleurs tout autant que les années précédentes. Image de la nuit fatale, Le Mans, c'est pour les visiteurs synonyme d'une fête foraine de 24 heures. Il est vrai qu'ils sont encore très nombreux ce soir-là à tout ignorer de l'horrible tragédie. Même dans les stands, les informations relatives au nombre de victimes tardent à se répandre. J'ai eu un choc en entendant un reporter téléphoner à son journal et annoncer le chiffre de 65 morts. Nous, dans les stands, n'avions absolument aucune idée de l'ampleur du drame. Neubauer consulte ses coureurs et sa hiérarchie à Stuttgart et décide de retirer ses voitures de l'épreuve. Je pense que le retrait de Mercedes était un témoignage de respect. J'avoue que je n'ai pas approuvé cette décision. Elle a été le fait de John Fitch, qui avait dit « Vous savez, je crois que c'est la chose à faire ». La même nuit, l'équipe se met en route. Neubauer veut quitter la France au plus vite. Destination, le poste frontière de Kehl, en face de Strasbourg, l'autre côté du Rhin, à 700 km de là. La gendarmerie met l'épave de la Mercedes sous séquestre, mais la police ne découvre aucune trace de substances illicites dans le réservoir. Je dois dire que j'ai été franchement déçu par ce retrait, car nous étions en tête. Je suis sûr que nous aurions gagné, et j'aurais aimé être de la partie. Je n'aimais pas trop cette course, mais elle était importante. Je ne voyais pas ce que ça apportait de partir, ça ne faisait pas revenir les morts. Vraiment, je ne voyais aucune raison valable à cela. Les coureurs devront tourner inexorablement jusqu'à la fin. Arrivé dimanche 12 juin, un peu avant 16 heures. Jaguar mène avec une avance considérable depuis que son rival allemand a abandonné la course. Mike Hawthorne s'installe une dernière fois au volant de sa Jaguar Type D pour un seul et ultime tour. De le voir pavoiser à la fin de la course, d'autant qu'il a beaucoup insisté pour prendre le volant pour les derniers tours et arriver en vainqueur, c'était assez indécent, ça aussi. Fin de l'épreuve. 24 heures ont passé et 84 personnes sont mortes. Hawthorne et Bueb peuvent inscrire leur nom dans la prestigieuse liste des vainqueurs du Mans. Dans l'après-coup, une sorte d'écœurement quand même, de savoir qu'il était... je pense que par respect pour les autres, pour les morts, il aurait déjà ne pas sourire. Mais étant responsable en plus, partiellement ou un peu responsable de l'accident, je trouvais son sourire d'autant plus dramatique. Il est vrai qu'à l'époque, la quête de la gloire et des records intégrait le risque de mourir. Bien sûr que nous regrettions profondément que ce drame ait eu lieu. Mais la vie continuait. Notre boulot, c'était de piloter et de gagner. Vous êtes programmés pour ça, et vous devez le faire. Les bolides continuent de foncer, en dépit du drame du Mans. Der letzte Lauf die diesjährige Weltmeisterschaft der Rennsportwagen brachte einen neuen großen Erfolg für den Mercedes-Stall. Elle conclut une saison qui, pour avoir été tragique, sera l'une des plus brillantes de la marque au plan sportif, puisqu'elle sera à la fois championne de Formule 1 et championne des voitures de sport. Mit diesem Doppelsieg von Mercedes durch Moss und Fangio verabschiedete sich Daimler-Benz vom Rennsport. 1956 werden die Silberpfeile nicht mehr starten. C'est la fin d'une époque. L'entreprise a néanmoins atteint son objectif. Je crois que c'était judicieux de montrer au bout de 2 ans que nous n'étions pas n'importe qui, que nous pouvions gagner. L'idée était de gagner, puis de se retirer de la compétition. Lors de la fête d'adieu à Stuttgart-Untertürkheim, les héros des circuits sont distingués comme des soldats décorés pour leur courage et leur bravoure. Eine große Zeit glanzvoller und oft schwer erkämpfter Siege ist damit abgeschlossen. Durant 55 ans, il n'y aura plus d'équipe Mercedes en Formule 1. En interne, mais je ne l'ai appris que plus tard, Mercedes avait en fait décidé, avant la fameuse course du Mans, de se retirer de la compétition automobile.
La raison invoquée étant que le fait de s'investir dans le sport automobile se faisait au détriment de la production de modèles d'excellence destinés au grand public. Jaguar continue de s'engager dans la compétition automobile. Juillet 1956, les Britanniques et Mike Hawthorne sont de retour au Mans. Il commente personnellement son retour. Le Mans again, 1956, and Ivo Bueb and I enjoy the sun. Notable non-starter at most motor Nous sommes ravis de ce soleil, commente Hawthorne, et espérons gagner comme l'an dernier. Presque tout est semblable à l'année précédente. Le rival habituel de Hawthorne est lui aussi au départ. Sauf que Stirling Moss court maintenant pour une écurie britannique. Seule la tribune avait subi des modifications. Une banale plaque commémorative décorée de quelques fleurs rend hommage aux morts de l'année précédente. Par contre, ce qui est flagrant, c'est que cet accident a fait pour la notoriété du Mans un effet boomerang. L'année suivante, on a doublé le nombre de spectateurs. Départ de la course, 1 an après que ce site ait connu l'enfer. La légende du Mans se perpétue envers et contre tout jusqu'à aujourd'hui. Paradoxalement, c'est l'accident qui a fait prendre conscience que la course automobile est dangereuse, que ce circuit unique au monde, et qui est toujours unique au monde, et de plus en plus unique au monde. En 1956, Hawthorne arrive en 6e position. 2 ans plus tard, il devient champion du monde de Formule 1. Ce sera le couronnement de sa carrière. Le champion sera victime d'un accident mortel en janvier 1959, après avoir voulu faire la course avec un collègue sur une route de campagne britannique ruisselante de pluie. Cela relevait d'une tragédie grecque. Mike Hawthorne avait essayé de doubler Rob Walker, qui pilotait une Mercedes Gullwing. Ce véhicule devait symboliser le calvaire qu'il avait vécu durant plus de 3 ans depuis le drame du Mans. Celui d'avoir laissé perdurer le mensonge selon lequel il n'avait eu aucune responsabilité dans l'accident. Puisqu'il y eut des victimes, la police et le parquet durent procéder à une enquête, mais l'affaire n'a jamais été portée devant un tribunal. Autrement dit, officiellement, cette catastrophe sera à tout jamais assimilée à un banal et inévitable accident de parcours. Dans un instant, le point sur quelques objets volants mal identifiés de l'histoire. Ceux qui ont hanté la zone 51 du désert du Nevada et l'imagination de bien des Américains.